Voilà donc pour la prise de parole de Carole Etienne, la procureure de Lille. Beaucoup d'informations dans ce que nous a dit cette procureure. D'abord, évidemment, que la voiture qui est arrivée à contresens sur la bretelle de la route était à 120 km/h. Puisque le compteur de vitesse était bloqué. Il est resté bloqué au moment de l'impact. 120 km/h. Et en face, celui de Ragnel, on avait un véhicule de pompiers qui avait le gyrophare et qui transportait une jeune victime à l'hôpital. De police, oui, absolument. Pardon, et qui transportait une adolescente qui devait être réexaminée en urgence dans un centre médical. Et d'ailleurs, elle n'a toujours pas pu être entendue, c'est ce qu'a précisé la procureure de la République, puisque son état ne le permettait pas. Ça veut dire que même elle, qui était à l'arrière aussi, a été fortement j'imagine, blessée. Absolument. Monsieur Jiménez, vous qui êtes policier, ce que l'on apprend, les détails, voilà. C'est un véhicule à contresens qui vient frapper. Pour que le téléspectateur comprenne aussi, à partir du moment où on prend en charge une personne civile dans un véhicule de police, il est adéquat d'activer justement le gyrophare. Et le deux tons, c'est éventuellement si la sirène, le deux tons, si on doit rouler un peu plus vite. Et ce qui n'a pas été le cas, puisque je vous rappelle quand même les déclarations de M. Darmanin qui dit qu'à ce stade de cette enquête, aucune défaillance ou aucune mauvaise conduite n'est à déplorer pour le moment côté police. Moi, je voudrais rappeler aussi une chose, c'est que ces 3 personnes qui ont perdu la vie, c'était d'excellents policiers. Jeunes, mais excellents. Je voudrais aussi vous rappeler un contexte où, en fait, c'est ce qu'on m'a expliqué, et je pense que ça a du sens. Roubaix, c'est très, très difficile. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de nombreux jeunes policiers qui ont été affectés récemment. Les policiers travaillent dans des conditions difficiles, même si ce n'est pas vraiment le moment, mais pour sécuriser cette ville, je peux vous assurer que heureusement qu'on a des policiers engagés, courageux et vaillants. Et à qui on rend évidemment un hommage. Et c'est pour ça que je tenais à le dire ce soir. Évidemment, et il s'appelait Manon, Steven et Paul, ces 3 jeunes policiers qui ont donc péri dans ce terrible accident avec ce véhicule qui les a percutés de plein fouet. Merci beaucoup, Monsieur Jiménez, de ce témoignage. Et au nom de tous vos collègues policiers, parce qu'évidemment, c'est un drame qui touche toute la France. Et il est 17h59, bienvenue si vous nous retrouvez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Un hommage national sera rendu aux 3 jeunes policiers du commissariat de Roubaix, morts dans une collision ce week-end. On vient de l'apprendre de la part de la procureure de Lille. Le conducteur du véhicule qui les a percutés de plein fouet roulait à contresens sous l'emprise du cannabis et de l'alcool. L'émotion parmi les collègues des jeunes policiers est très vive, on l'entendra. Au-delà, c'est toute la police nationale qui est en deuil. Comment les forces de l'ordre acceptent le prix à payer pour chacune de leurs missions dont aucune n'est anodine? On va en débattre ce soir avec des policiers. On évoquera aussi la situation à Marseille. 3 morts hier dans une nouvelle fusillade. Doit-on s'habituer à ce décompte sanglant? Faut-il envoyer l'armée dans les quartiers pour faire cesser le bain de sang? La maire adjointe de Marseille, Samia Ghali, sera notre invitée. Et puis on a appris aussi qu'une agression au couteau a fait 2 blessés au CHU de Reims. Une infirmière et une secrétaire. L'agresseur a été interpellé. François Braun, le ministre de la Santé, se rend sur place. Voilà, on fait un point complet sur ce qui s'est passé à Roubaix dans un instant sur CNews et sur Europe 1, juste après le carillon de 18h. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La procureure de Lille a précisé les circonstances dans lesquelles l'accident dramatique s'est produit ce week-end, faisant 4 morts, dont 3 fonctionnaires de police. Écoutez Carole Etienne. Les premières constatations effectuées sur le véhicule Alfa Romeo montrent que le compteur de vitesse est resté bloqué juste au-dessous de 120 km/h. Comme pour tout accident corporel de la circulation routière, des prélèvements sanguins ont été effectués. Les premiers résultats sont tombés. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis. Voilà pour la procureure de Lille. Noémie Schul du service police-justice de CNews est avec nous. Noémie, est-ce que l'on peut avec vous faire... La procureure de la République... Allez-y Noémie, on va faire un point complet sur ce qu'on vient d'apprendre. Pardon.
Non, il fallait me dire que vous me preniez. Alors, Noémie Schulz qui est avec nous, on va faire un point complet avec vous. Est-ce que vous m'entendez, Noémie? Oui. On a entendu la procureure de Lille confirmer que le véhicule qui est arrivé à contresens roulait à 120 km/h et que le conducteur qui est décédé était positif à l'alcool et au cannabis. Oui, absolument. On en sait plus sur le déroulé de ce dramatique accident, pour reprendre les termes employés par la procureure de la République. C'est un choc frontal intervenu entre les deux véhicules, avec effectivement d'un côté un véhicule qui roulait visiblement beaucoup trop vite, puisque le compteur de l'Alfa Romeo est resté bloqué un peu en dessous de 120 km/h sur une route, a précisé la procureure de la République de Lille, qui était limitée à 90. Donc cet Alfa Romeo qui était engagé à contresens de sa voie de circulation. Mais là encore, la procureure explique qu'il va falloir aller plus loin, que ce qu'elle a ordonné des expertises en accidentologie, notamment pour déterminer à quelle vitesse roulaient les policiers, pour voir aussi exactement les trajectoires des deux véhicules dans cette affaire où il n'y a pas de témoins, en tout cas pas pour le moment, en tout cas pas de témoins en état d'être entendus, puisque le passager de l'Alfa Romeo son pronostic vital est toujours engagé, et la jeune fille de 16 ans qui était dans la voiture de police n'est pas non plus en état d'être entendue. L'autre information essentielle, bien sûr, de ce point presse, c'est le fait que le conducteur de l'Alfa Romeo était positif à l'alcool, avec un taux très élevé de 2,08 grammes d'alcool dans le sang, positif également au cannabis, mais qu'il n'était pas au téléphone au moment des faits. Alors évidemment, des prélèvements sanguins seront aussi effectués sur les policiers, mais il y a une difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'on ne sait pas encore lequel des deux policiers, des deux hommes étaient au volant. Ils ont été sortis, on le comprend, du véhicule par les primo-intervenants, et il faut déterminer, c'est ce qu'a indiqué la procureure, il faut déterminer lequel des deux conduisait avant de faire ces prélèvements. Donc encore des questions en suspens, mais déjà un scénario de cet accident qui semble se dessiner. Merci pour toutes ces précisions, Noémie Schulz. La jeune policière avait 24 ans, les deux jeunes policiers avaient 25 ans. Commissaire Lebars, vous venez de nous rejoindre, bonsoir. Bonsoir. C'est d'abord le temps de l'émotion chez les policiers, et puis après, il y aura le temps évidemment des questions et de la colère au vu du profil du conducteur du véhicule d'en face. C'est plus que l'émotion, hein. C'est une institution qui a pris quand même une sacrée mauvaise nouvelle, hein. On s'imagine un peu à la place des familles de ceux qui restent. C'est un très gros choc, c'est très rare, et heureusement que c'est rare, mais c'est très dramatique et rare de perdre 3 collègues en même temps. Ça n'empêche pas d'essayer d'avoir une analyse à froid, et c'est peut-être pas le temps de la colère, et je mesurerai aussi la mienne, parce que je vais me faire la voix de ceux qui sont aujourd'hui au commissariat de Roubaix, qui est fermé, et c'est vraiment un séisme. Voilà, le terme, c'est un séisme. Parce que le résultat, c'est qu'il y a 3 jeunes qui démarraient dans la vie, et d'ailleurs, quelle que soit la vie professionnelle, hein, seul point qu'on ne peut pas, je dirais, mettre au tort des auteurs, il y en a tellement d'autres, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient heurter une voiture de police. Mais le drame serait le même si c'était une femme et son enfant au volant, ou une mère Évidemment. De famille, etc., etc. Donc on pourrait y revenir. Mais là, en l'occurrence, ça touche la police nationale qui faisait une mission classique, qui venait de commencer. Donc c'est un drame épouvantable. Je repousserai la colère, et puis en général, c'est pas mon rôle de l'être, mais je vous dirai quand même certaines choses, parce que il faut aussi savoir tirer les premières, non pas leçons, parce que l'auteur est mort, il y aura extinction de l'action pénale par son décès. Mais enfin, ça révèle certaines choses qui sont quand même dramatiques dans cette société en termes d'imprudence et d'impunité, peut-être, d'un certain nombre de délits commis auparavant. Comment on peut prendre une autoroute à contresens à 120 km/h en ayant bu et fumé du cannabis ? Voilà, je crois qu'il n'y a pas de réponse à ces questions-là quand on est normalement constitué, à part mettre de façon délibérée la vie des autres en danger. Puis après, il y aura des débats qui font que s'il y a positif au stup et à l'alcool, ce qui a déjà été dit, je crois, par la procureure, Absolument. Avant que je vous rejoigne, 2 grammes d'alcool dans le sang, c'est à la fois une circonstance aggravante, mais il y en aura dans le débat qui vous diront que c'était pas volontaire. De toute façon, une voiture, c'est une arme par destination. Vous prenez une route à grande vitesse, à contresens, dans un état comme celui-là. Le principe, c'est que c'est quasiment une préméditation, parce que il y a tous les ingrédients, et puis après, il y a la loi. Et la loi, elle existe, elle est bien faite. J'ai relu d'ailleurs le texte, c'est le 221-6. L'homicide involontaire par une manifestation, une imprudence délibérée, et en plus avec des circonstances aggravantes, et là la liste est hallucinante, eh bien tout ça porte la peine à un certain niveau, en l'occurrence 10 ans. On aura aussi ce débat-là, j'imagine, mais
Le droit prévoit ce genre de situation. La question, c'est l'application du droit et la fermeté de la justice. On en revient toujours aux mêmes questions. Maître Pierre-Henri Bovis nous a rejoint. Vous êtes avocat. On est face à un drame, vraiment, qui n'est pas seulement un drame de la route. C'est un drame qui touche une profession qui est surexposée, qui risque sa vie absolument tous les jours et sur toutes les missions. On en a la preuve, là, sur cet accident-là. Est-ce qu'encore une fois, il faut modifier le code pénal? Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Ou est-ce qu'on a l'arsenal pour tenter d'éviter ce type de drame? Tenter, mais là, c'était évidemment je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'à la tristesse se rajoute l'horreur. Ces 3 jeunes qui débutent dans la vie, évidemment. Il y a une maman qui est enceinte, une future maman, une maman pareille qui va élever un enfant, je crois, qui est âgé d'1 an seul, donc le petit garçon ne connaîtra pas son papa. Enfin, je veux dire, tout ça, évidemment, confine à l'horreur. Et évidemment, on se pose aussi la question... Vous savez, au cours de ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la manière dont la police était traitée, notamment au cours des manifestations, etc., notamment de la part de certains leaders politiques qui jettent parfois l'opprobre sur la police. Et il faut, je pense, réaffirmer le fait que la police est là pour nous protéger. Elle était en pleine mission. Je crois qu'elle accueillait, elle a amené à l'hôpital une jeune femme qui était victime, en plus de violence, mineure, victime de violence. Donc, si vous voulez, il faut, je pense, réaffirmer tout le temps sur ce plateau que la police est là pour nous protéger, qu'elle effectue une mission difficile et en plus qu'elle risque sa vie, même parfois sur des imprudences qui sont délirantes. C'est-à-dire, pour répondre à votre question de manière... Qui sont criminelles. Pour répondre de manière plus triviale à votre question, le code pénal prévoit, et ça a été rappelé par le commissaire, le code pénal prévoit ce genre de situation. Après, c'est l'application du droit à la pratique. Et vous ne pouvez pas empêcher, si vous voulez, quelqu'un à prendre la route en contresens. Une fois que le véhicule est parti en contresens, il n'y a plus qu'à espérer. Oui. Et là, malheureusement, Louis de Ragnel, qui est chef du service politique d'Europe 1, est avec nous. Louis, on a des faits d'une extrême gravité avec un choc frontal qui a dû être d'une violence inouïe à 120 km/h. Ce qui sera intéressant, et c'est ce que la procureure de la République a annoncé tout à l'heure, c'est d'avoir les conclusions de la reconstitution des trajectoires. Et ça permettra notamment de déterminer, de vérifier s'il y a eu une volonté, par exemple, de rentrer, de percuter frontalement la voiture de police. Est-ce qu'il y a eu une tentative, au moins, d'essayer d'éviter la voiture des policiers? Et tout ça, pour le coup, on le saura un tout petit peu plus tard. Ce qu'on sait aujourd'hui est déjà, moi je trouve, assez accablant. C'est-à-dire, vous l'avez rappelé, c'est de prendre une route à contresens, le compteur qui était bloqué sous les 120 km/h alors que c'était limité à 90. Enfin, rappelons que c'est dans l'autre sens. C'est assez contre-intuitif tout ça parce que ça confine tellement à l'absurde. Et puis rappelons également que le conducteur qui a été tué de la voiture Alfa Romeo était quand même positif à l'alcool et au cannabis. Et il avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, ce qui est quand même très très important. Et Louis de Ragnel, il y a aussi une précision concernant le passager de ce véhicule dont le conducteur est mort. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave, mais il a quand même eu le temps d'insulter des pompiers qui venaient le secourir. Et donc la procureure de la République a confirmé nos informations qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, les pompiers sont venus pour prendre en charge le passager arrière du véhicule qui n'était pas le véhicule des policiers, et les pompiers se sont fait agresser. Et donc les pompiers selon nos informations, ont décidé de porter plainte contre la personne. C'est-à-dire que les pompiers qui viennent sauver une personne qui est à l'arrière d'un véhicule où des gens ont commis plusieurs infractions, notamment le fait de prendre à contresens une bretelle d'autoroute ou de départementale, donc les pompiers viennent la sauver, les pompiers se font agresser. On est complètement chez les dingues. Absolument. Commissaire Lebars, un petit mot sur ce passager blessé qui, malgré tout, va insulter les pompiers, refuse de donner son identité? C'est malheureusement le quotidien de nos forces, pas que de l'ordre, mais de nos pompiers, sur ce type d'individu. En fait, ça illustre parfaitement quel est ce genre d'équipage, parce que c'est un équipage, c'est une épopée. Vous avez l'heure, le taux d'alcoolémie, le taux de stupéfiants, le comportement sur la route, et puis vous avez le passager qui est peut-être entre la vie et la mort, parce que je crois qu'a été quand même annoncé le fait qu'il était en pronostic vital, peut-être pas engagé, mais en tout cas il avait un niveau de blessure grave, et il trouve pas mieux que d'insulter les pompiers. Vous avez l'illustration de ce sur quoi on peut tomber au quotidien quand on est policier, en l'occurrence pour nos jeunes collègues ce matin-là. On va revenir sur la personnalité de ces 3 jeunes policiers, évidemment, ils sont au centre de nos pensées ce soir, et aussi la personnalité de l'homme qui les a percutés de plein fouet, bien connu des services de police et récidiviste. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque la mort de ces 3 jeunes policiers dans un accident de la route dimanche matin à l'aube. Un véhicule leur a foncé dessus à contresens à Villeneuve-d'Ascq. Visiblement, le conducteur était sous l'emprise des stupéfiants et de l'alcool. On rejoint tout de suite sur place notre envoyé spécial, Michael Dos Santos, avec Alexandre Distel. Bonsoir, Michael. On a eu beaucoup d'informations il y a quelques instants dans ce que nous a dit la procureure de Lille. Expliquez-nous. Effectivement, la conférence de presse de la procureure de Lille s'est terminée il y a quelques minutes. On a appris plusieurs informations. Tout d'abord sur le conducteur de cet Alfa Romeo qui a percuté le véhicule des forces de l'ordre. On a appris qu'il était positif à l'alcool, qu'il était positif au cannabis avec un taux d'alcoolémie de 0,8 grammes d'alcool par litre de sang. Il avait été condamné pour des faits de droit commun, pas de délit routier. Concernant le passager de ce même véhicule, de l'Alfa Romeo, lui, son pronostic vital est engagé. On a appris qu'il avait insulté un pompier au moment d'être secouru. Un pompier qui a d'ailleurs témoigné et qui a confirmé cette version des faits. Il a également confirmé que ce même passager avait refusé de décliner son identité. Concernant le véhicule, cette fois-ci des forces de l'ordre, qui a été donc percuté par cet Alfa Romeo qui, on le rappelle, roulait à contresens. Les 3 policiers ont fait l'objet de prélèvements sanguins pour savoir s'ils avaient consommé de l'alcoolémie. On ne sait rien concernant le port de la ceinture de sécurité à l'intérieur de ce véhicule des forces de l'ordre. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'effectivement, ils avaient secouru une jeune femme de 16 ans, qui se trouvait dans ce même véhicule. Et donc, ça a été là où il y a eu un choc avec cette Alfa Romeo. Elle était emmenée à l'unité médico-judiciaire de Lille. Elle avait dénoncé des atteintes à son intégrité physique. Le gyrophare de ce véhicule des forces de l'ordre avait bien été allumé. Mais pour le moment, effectivement, il y a d'autres enquêtes qui sont menées, des enquêtes complémentaires et une expertise en accidentologie pour en savoir un peu plus concernant cet accident entre ce véhicule des forces de l'ordre et cet Alfa Romeo avec donc ce conducteur positif à l'alcool et aux stupéfiants. Michael, encore une question. Vous avez passé la journée dans la ville de la jeune policière qui a été tuée. Il y a énormément d'émotions, j'imagine, sur place. Oui, un peu plus tôt dans la journée, on s'est rendu dans cette commune de Rovarandin. C'est la commune dont est originaire cette jeune policière décédée de 24 ans. Une commune où il y a énormément d'émotions. On a pu croiser pas mal de voisins qui n'ont pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, tout simplement car ils ont envie de respecter cette période de deuil. C'est d'ailleurs ce qui leur a été demandé par une jeune femme qui était une amie de Manon et qui a donc voulu en tout cas faire savoir le message de la famille qui est, pour le moment, on a envie d'être tranquille, de ne pas être dérangé par les médias et donc respecter cette période de deuil. Ces voisins se sont quand même exprimés en off, c'est-à-dire hors caméra, pour nous dire tout simplement qu'ils étaient très touchés. Parfois, ils s'exprimaient avec les larmes aux yeux pour nous dire que cette jeune fille était pleine de vie, qu'ils la connaissaient depuis toute petite, qu'elle avait une passion, et c'est vrai que cette passion, on nous l'a dit souvent, une passion pour les chevaux, ce qui fait qu'elle avait envie effectivement d'intégrer la police équestre, une jeune femme pleine de vie qui avait plein d'ambition, qui rêvait effectivement de réussir dans la police, et on nous a confirmé qu'elle adorait son métier, qu'elle était très fière d'avoir intégré la police, et beaucoup aujourd'hui regrettent effectivement cette disparition de cette jeune femme qui était l'aînée d'une famille de 5 membres, dont 3 filles. Merci Michael Dos Santos pour toutes ces précisions avec Alexandre Distel. Vous êtes à Roubaix. L'émotion est immense, évidemment, je le disais, dans la police nationale. J'aimerais qu'on écoute l'un des collègues de ces 3 jeunes policiers qui ont été tués dans cet accident. Il a été interrogé devant le commissariat de Roubaix. Écoutez-le. Dans quel état d'esprit vous reprenez le travail ce matin? Comment vous êtes? C'est avec la boule au ventre. C'est des jeunes qui ont mon âge. Et bon, je les voyais pas tous les jours, mais ils avaient toujours la joie de vivre et ils étaient impliqués dans leur métier, toujours là pour le public. Et c'est des valeurs qu'ils emporteront avec eux là-haut. Et c'est triste. On pense aux familles et aujourd'hui on vient travailler. C'est pas facile. C'est pas facile et ça nous met une claque parce que on voit la réalité du métier. C'est dur et
Malheureusement, ce n'est pas les premiers, ce ne sera pas les derniers. Je pense que policier, ça vient vraiment du fond du cœur et c'est vraiment un choix de vie. Ils ont fait le choix d'embrasser la carrière et je pense qu'ils ont eu la vie qu'ils voulaient. Même si elle était très courte, ils ont eu la vie qu'ils voulaient. J'espère qu'ils seront heureux là-haut et qu'ils nous protégeront tous. Voilà pour ce témoignage très bouleversant d'un jeune policier. Commissaire Lebars, il dit on voit la réalité du métier. C'est vrai que les policiers, quand ils partent de chez eux le matin, ils ne sont pas sûrs de rentrer le soir, quelles que soient les missions auxquelles ils sont affectés. D'abord, vous me permettrez de remercier ce jeune collègue parce qu'il vient courageusement témoigner avec son émotion et il en oublie même, et tant mieux, qu'il a un devoir de réserve. Il parle spontanément devant la caméra et ça permet de voir ce que c'est qu'un policier. Parce que vous savez, on en entend parler tellement des policiers. Les policiers, ceci, cela, dans les débats. Donc c'est pas encore une fois l'heure des polémiques, mais un policier, c'est lui. C'est les trois qui sont décédés. Alors oui, c'est un métier. On n'est peut-être pas dans le risque létal pour soi tous les jours. Mais ce qui est certain, c'est qu'on la côtoie tous les jours, la mort. Donc de toute façon, c'est un métier qui est différent des autres. Il n'y en a pas des milliers des métiers comme ça. Il y a sans doute les métiers de santé, les pompiers. Mais ces métiers où vous côtoyez la mort tous les jours, de toute façon, créent des ambiances collectives qui font que vous évoluez différemment du reste de la société. Moi, mon modeste exemple personnel, en 6 mois de carrière, j'avais déjà vu plusieurs fois des morts, des suicides, des annonces d'essais. Alors, je ne voudrais pas aggraver l'état d'esprit, mais imaginez nos pauvres collègues qui, évidemment, ont dû aussi aller faire les annonces d'essais aux familles. C'est une épreuve très, très dure. Parce que là, en plus, il n'y a pas de cours pour ça. Donc, vous y allez avec votre courage, vous y allez avec ceux qui peuvent le faire, vous y allez évidemment avec la hiérarchie, parce qu'il y a un devoir à assumer. Donc, il faut imaginer l'onde de choc dans une profession quand des choses comme ça arrivent. Et on n'arrive encore une fois pas à tout comprendre. Et on a beau savoir qu'on fait un métier à risque. Comme on côtoie la mort tous les jours, on finit par se dire que c'est présent et qu'on le gère. Et puis en fait, quand ça tombe, c'est le désastre et c'est le drame. Donc c'est très bien qu'il ait pu témoigner et c'est très bien d'entendre des témoignages comme ça spontanés. Ils vont avoir besoin de parler tous les uns les autres. Et puis après, il y aura toutes les prises en charge collectives ou individuelles qui seront déterminantes parce qu'il va falloir digérer. Mais là, c'est le temps de réaliser ce qui s'est passé. Yohann Usaï du service politique de CNews. Gérald Darmanin s'est rendu très vite sur place. Toute la hiérarchie de la police, Frédéric Vaux, le directeur de la police nationale aussi, s'est rendu sur place. C'est très important de témoigner aux policiers de Roubaix l'émotion nationale. Oui, évidemment, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur d'être aux côtés de ceux qui sont aujourd'hui dans une grande souffrance. Donc évidemment, il est allé immédiatement sur place, comme il le fait d'ailleurs traditionnellement, j'ai envie de vous dire. Gérald Darmanin se déplace souvent, il va visiter les commissariats. Dès qu'il y a un drame de cette nature, il y va. Et d'ailleurs, les forces de l'ordre, je crois, reconnaissent que Gérald Darmanin est un ministre qui est plutôt impliqué, qui est plutôt apprécié également des policiers. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent que oui, Gérald Darmanin est plutôt quelqu'un qui est apprécié. Donc c'est son rôle et il présidera aussi la cérémonie d'hommage national qui aura lieu vendredi, me semble-t-il. Il sera présent, bien sûr, pour présider au nom du président de la République, précisément cette cérémonie qui sera évidemment extrêmement émouvante, on l'imagine bien. Bien sûr, avec des hommages dans les préfectures, Louis de Ragnel, dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie aussi, parce que alors, là, ça concerne des policiers, mais ça peut aussi concerner des gendarmes qui s'y côtoient différemment la violence du quotidien, puisqu'en fait, on le dit d'ailleurs souvent, autour de ce plateau, on parle quand même de l'augmentation de la violence dans toute la société, qu'elle soit concentrée dans les milieux urbains ou plus à la campagne ou dans les milieux ruraux. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup de gens qui se sentent touchés, qui se sentent solidaires. Puis je pense qu'il y a un très grand nombre de Français qui tout simplement se sentent, même s'ils ne les connaissent pas, se sentent concernés par ce qui s'est produit. Parce que on va réécouter la procureure dans un instant. Allez-y, Louis. Ça intervient aussi dans un contexte, si vous voulez, où la colère est déjà très présente dans la société. Il y a beaucoup de Français qui déjà n'en peuvent plus de voir un policier qui se fait brûler avec un jet de cocktail Molotov pendant une manifestation, les refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France, des policiers qui sont systématiquement insultés, caillassés, agressés. Et du coup, tout ça, si vous voulez, ça fait partie aussi un peu de la cocotte minute. Et entre guillemets, c'est un peu l'élément déclencheur qui crée la sidération, l'espèce de grande émotion collective. Mais il y a beaucoup de gens qui disent maintenant, il y en a ras-le-bol, plus jamais ça. Et des gens qui sont aussi lassés par les larmes de crocodile souvent versées par les politiques et qui se disent, voilà, maintenant ce qu'on veut, c'est des actes et que réellement, tous ces drames ne se reproduisent pas. On va juste réécouter un extrait de la procureure de Lille qui explique la violence de ce choc frontal entre les deux voitures, celle des policiers qui arrivaient tranquillement et celle du conducteur décédé qui était à contresens à 120 km/h.
Les premiers éléments de l'enquête viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal intervenu entre les deux véhicules. En effet, il résulte de l'exploitation de la vidéoprotection de la commune de Villeneuve-d'Ascq et de témoignages que le véhicule Alfa Romeo était engagé à contresens de sa voie de circulation. Le conducteur, je peux vous indiquer que le conducteur a déjà été condamné pour des faits de droit commun, mais pas pour des délits routiers. Voilà, avec un conducteur qui était connu déjà pour des faits de droit commun, commissaire Lebars, consommation de stupéfiants, outrage à agent, conduite sous emprise de l'alcool. On va peut-être se retrouver, quand on en saura beaucoup plus, sur un profil de récidiviste assez classique qui met en danger la vie d'autrui. Oui, et peut-être sur un débat qu'on aura sur le sentiment d'impunité, parce que les circonstances aggravantes, quand on prend l'ensemble du package, y compris celui prévu par la loi, c'est quand même assez sidérant d'imaginer qu'à cette heure-là, dans l'état où ils sont, on se permette ça. Ça ne réparera pas le traumatisme et la perte de 3 de nos collègues, mais on aura encore une fois ce débat sur le sentiment d'impunité. Alors, il ne s'agit pas de commencer à dire qu'il faut enfermer ces gens-là. On n'enferme pas préventivement. On ne peut pas lutter contre celui qui décide d'enfreindre. Mais on en viendra après sur la réponse pénale qu'il faut apporter. En l'occurrence, l'extinction publique est terminée par le décès de ce conducteur. Pour le moment, c'est l'heure du drame, mais les comportements routiers en disent un peu long sur l'état de la société et de la transgression par rapport à la règle. Ça, c'est une vraie réalité. Et cette réalité-là, elle est d'autant plus grave que parfois se jouent des problèmes qui sont conséquents à ça, des problèmes de prise en charge, d'assurance, etc. C'est extrêmement grave pour les familles qui sont touchées, parce que vous n'avez personne contre qui vous retournez, à part le deuil et la douleur. Maître Pierre-Henri Bovis et ensuite Yohann Usaï. Un commentaire, tout à l'heure je disais que ça faisait également écho à tout ce qu'on pouvait aussi dire sur ces plateaux ces dernières semaines, le fait de vilipender la police, etc., à travers des discours politiques parfois haineux ou du moins qui peuvent appeler à la haine. J'en remarquais sur les réseaux sociaux tout à l'heure qu'il y avait un vrai élan de solidarité envers ces policiers, ce qui aussi... Alors c'est dramatique d'ailleurs de le constater dans de telles circonstances, mais on peut voir que même dans ces moments terribles, une partie des Français est derrière la police, la soutient. J'ai vu qu'il y avait des appels également pour des cagnottes en ligne pour essayer de secourir autant que possible ces familles désœuvrées. Et donc on voit qu'il y a aussi un élan derrière la police et je pense que ça mérite aussi d'être souligné. Yohann Usaï. Oui, je ne suis pas certain que le débat qui consiste à se demander s'il faut ou non durcir la loi, s'il faut les sanctionner davantage, etc., soit le bon débat. Finalement, bien sûr qu'il faut une sévérité exemplaire quand ces personnes survivent. Là, ça n'est malheureusement pas le cas. Mais vous savez, quand on prend le volant dans ces circonstances-là, de toute façon, on se dit qu'il ne nous arrivera rien. Donc, la peine peut être multipliée par 2, par 3, vous pouvez risquer 20 ans de prison. Quand vous partez du principe qu'il ne vous arrivera rien, vous n'avez pas peur de la loi, vous n'avez pas peur d'aller en prison, puisque vous partez du principe que de toute façon, vous allez rentrer chez vous tranquillement. Il y a eu une politique menée à partir de 2002 en matière de lutte contre l'insécurité routière, qui a été une politique qui a bien fonctionné, celle menée par Jacques Chirac, qui s'est notamment... il a lutté contre la vitesse sur les routes, contre l'alcool au volant, un peu moins évidemment contre les stupéfiants. Ça s'est passé un peu entre les mailles du filet parce qu'évidemment à l'époque on en consommait moins. Aujourd'hui il y a des tests salivaires qui sont développés, les policiers en font beaucoup. Mais vous savez, quand ce sont des inconscients qui prennent le volant, comment est-ce qu'on ramène des inconscients à la raison? Il y a beaucoup de prévention qui a été faite. Dans beaucoup de soirées, vous avez des volontaires, des bénévoles à la sortie de ces soirées qui vous demandent si vous avez bu, si vous avez consommé des stupéfiants. Il y a eu l'affaire Palmade qui a eu un retentissement national. On s'est dit quand même ceux qui continuent aujourd'hui à boire, consommer des stupéfiants vont arrêter, vont avoir une prise de conscience. Manifestement pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que l'État peut faire de plus? Je ne sais pas si c'est le rôle de l'État. Il y a un rôle de prévention manifestement, mais... Oui, d'autant plus que Maître Bovis, rapidement. Un peu plus d'une dizaine de verres de vin quand même. C'est 10 chopes de bière, 10 verres de vin. Enfin, il faut y aller. Plus le cannabis, effectivement. Sûr, je rejoins ce qui est dit. On ne se rend même plus compte dans l'état dans lequel on est. Je vous rappelle qu'il y a presque 3 grammes, donc légèrement plus, c'est le coma éthylique. Donc c'est sûr que dans ce genre d'état, peu importe la sanction derrière, vous pensez qu'il ne vous arrivera rien et vous pensez qu'effectivement, vous allez pouvoir rentrer chez vous tranquillement sans heurter qui que ce soit. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, en fait, ce qu'on sait, c'est que globalement, la justice condamne pas suffisamment durement, pas assez sévèrement ce type de délit. Pas de manière automatique, peut-être. Alors, pas de manière automatique. Et je pense que si, en fait, tout le monde savait que réellement, si vous faites ça, vous avez 10 ans de prison,
Je pense que, en fait, avant de consommer, sachant que vous savez que vous devez rentrer chez vous en voiture, en fait, soit vous prenez pas la voiture, soit vous ne buvez pas et vous faites attention avant. Et là-dessus, je pense que c'est aussi parce qu'il y a une absence de sévérité de la justice, d'application des peines. C'est pas la question du durcissement, là-dessus on est d'accord, du code pénal, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout est assez caractérisé. Et globalement, c'est des peines qui sont assez élevées. La difficulté, c'est que s'il n'y a pas de peine appliquée, exécutée, avec des gens qui sont réellement incarcérés, même pour des courtes peines, je pense qu'il n'y a plus aucun sens de la peine. Et donc, derrière, c'est toute la question du respect de l'autorité. Et donc, forcément, tout ça s'effondre. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'on le voit dans certains pays. Par exemple, je prends juste l'exemple de la Suisse, avec une sorte d'automaticité de la peine. Dès lors que vous prenez de l'alcool au volant, vous êtes sanctionné directement. Il y a une application de la peine qui est dure, qui est stricte et qui est immédiate. Et effectivement, vous avez du coup moins de personnes qui se risquent à prendre l'alcool au volant, même d'ailleurs faire des excès de vitesse. Commissaire Lebas, rapidement, on le rappelle, les titres. Tout vient d'être dit. Je vais confirmer mon sentiment. Le droit est quand même très complet en France. Il existe. L'homicide involontaire avec un véhicule terrestre à moteur, c'est 10 ans avec plus de 2 circonstances aggravantes. Il y en a 4. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc, il faut l'application du droit. Moi, je ne suis pas, en tant que policier ni en tant que citoyen, convaincu qu'il faille légiférer dans l'émotion. Il faut déjà appliquer le droit et donner les moyens à la justice de pouvoir appliquer le droit. Ce sera ça le débat de fond et non pas quelle loi pour prévenir quelle infraction, parce que ça a été très bien dit. Quand quelqu'un commet une infraction, c'est que déjà, il ne respecte pas les règles, alors que la règle soit sévère ou moins sévère, ce n'est pas le curseur. Allez, 18